Cette affaire se déroule au Royaume-Uni en 1982 et concerne un homme qui allait devenir connu sous le nom de Fantôme de la forêt. Un homme qui a déclenché l'une des plus grandes chasses à l'homme du Royaume-Uni. Le brigadier David Hay avait 29 ans et travaillait en service du matin à Harrogate, dans le North Yorkshire, le 17 juin 1982. Dans le cadre de ses tâches routinières, le brigadier David Hay s'est rendu en voiture vers le sud-ouest jusqu'à un lieu de campagne appelé Norwood Edge, connu pour sa montée de collines abruptes. Alors qu'il roulait devant un parc boisé, il a repéré un homme assis dans sa voiture. Quelque chose chez cet homme a rendu le brigadier David curieux, alors il est entré dans le parking et s'est arrêté près d'une berline Citroën verte. Il est sorti de son véhicule et s'est approché du conducteur, bloc-notes en main. David a commencé à parler à l'homme dans la voiture. Mais pendant cette conversation, cet homme a sorti un pistolet et a tiré sur le brigadier David Hay à la tête. Cet homme a ensuite fui les lieux, ne laissant que peu de preuves derrière lui à part des douilles balistiques. Quand David n'a pas répondu à son appel radio à un collègue, un agent a été envoyé à son dernier emplacement connu pour vérifier si tout allait bien. Cet agent est alors arrivé sur les lieux et a trouvé la portière conducteur ouverte avec le brigadier David Hay allongé au sol. Il a immédiatement demandé de l'aide. L'agent a vu que sur le bloc-notes de David, il avait réussi à écrire un nom, une date de naissance et un numéro d'immatriculation. Les mots disaient « Clive Jones, né le 18 octobre 1944, Leeds » et le numéro de plaque d'immatriculation KYF 326P. Le nom sur le bloc-notes a été diffusé dans les systèmes nationaux. Pourtant, aucune trace n'est revenue. Tragiquement pour le brigadier David, il n'y avait rien à faire et il a été déclaré mort sur les lieux. Avec le meurtre d'un agent de police, les enquêteurs se sont mis au travail immédiatement. Les agents ont commencé à recueillir des détails auprès des personnes qui se trouvaient à proximité à ce moment-là, et ils ont rapidement appris qu'il y avait une voiture dans le parking vers 6h30 ce matin-là. Plusieurs personnes ont signalé que la voiture était une berline Citroën verte. La plaque d'immatriculation de la voiture a finalement été retracée jusqu'à une vente antérieure située à Londres 1 an auparavant. L'homme qui possédait cette voiture s'appelait Clive Jones. Cependant, il n'y avait aucune trace de ce Clive Jones. La police croyait maintenant qu'il s'agissait d'un pseudonyme. Les enquêteurs ont essayé de comprendre ce qui s'était passé sur les lieux. Le coup unique à la tête suggérait une approche calme et une capacité contrôlée avec une arme à feu. Des preuves ont été collectées et ils ont découvert que l'arme utilisée était un pistolet de calibre 22. Ils avaient un modèle de voiture, un modèle d'arme, et maintenant une force de police très motivée recherchait quelqu'un qui avait tiré et tué l'un des leurs. Cependant, ils savaient que cette personne était extrêmement dangereuse. 2 jours plus tard, le 19 juin, un conducteur de tracteur avait vu de la fumée au bord d'un champ de maïs. En y regardant de plus près, il a découvert que la fumée provenait d'une voiture Citroën verte qui avait été incendiée. La police a été appelée et c'était une correspondance avec la voiture qui avait été notée sur le bloc-notes. C'était la voiture du tueur. Les enquêteurs se sont mis au travail pour essayer de récupérer autant de preuves que possible. Et heureusement, ils ont pu récupérer une empreinte digitale. Mais entre-temps, ce tueur était en liberté et se dirigeait vers sa prochaine victime. Mais avant cela, le 20 juin, ce tueur est entré dans un cottage à Torskay, dans le Lincolnshire, et a ligoté la propriétaire, Freda Jackson, qui avait 75 ans. Le tueur l'a attachée et a volé son argent. Cependant, il l'a rassurée en lui disant qu'elle ne mourrait pas. Il lui a dit que le laitier ou le boulanger la trouverait le lendemain matin. Et en effet, le lendemain matin, les voisins ont remarqué que Freda n'avait pas récupéré sa livraison de lait devant son porche. Et donc les voisins sont devenus inquiets et ont appelé la police. Ils sont entrés pour trouver Freda ligotée. Elle a survécu à la nuit et avait une histoire à raconter. Mais à ce moment-là, cette infraction n'était pas liée au meurtre de l'agent de police en raison de la distance entre les scènes de crime. Donc encore une fois, ce criminel mystérieux était en liberté et a commencé à traverser le pays. Le tueur a réussi à se rendre vers Girton à Nottingham pour sa prochaine interaction avec des civils innocents. Juste avant l'aube, le 23 juin, le même tireur s'est introduit de force dans une maison. La séquence d'événements a été brève et brutale.
Ce tueur avait discrètement retiré un carreau de vitre d'une porte arrière et l'avait déverrouillé de l'intérieur. Quand il est entré dans cette maison, il s'est dirigé vers les deux résidents, George Lequette, âgé de 52 ans, et sa femme Sylvia, âgée de 50 ans. Il les a tous deux pris par surprise, les a rassemblés et les a attachés ensemble par les coudes avec une corde qu'il avait trouvée sur la table de la cuisine. Mais cette fois, il ne laissait pas ces deux-là pour être trouvés. Au lieu de cela, il a levé son pistolet et a tiré sur chacun d'eux à la tête. Tragiquement, George est mort sur le sol de la cuisine dans une mare de sang, mais miraculeusement, Sylvia a réussi à survivre au coup à la tête. Après le départ du tueur, Sylvia a réussi à ramper jusqu'à la maison du voisin. Le voisin a alors appelé la police et un ambulancier. Sylvia était dans un état horrible. Malgré sa survie, elle a été laissée avec des lésions cérébrales permanentes et une mémoire brisée. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a commencé à demander aux gens s'ils avaient remarqué quelque chose de suspect. Et il s'est avéré que certaines personnes l'avaient fait. Ils avaient vu une Rover marron avec les plaques d'immatriculation VAU 875S. La voiture était au ralenti dans la ruelle depuis un certain temps. La police a envoyé des messages à d'autres forces de police du pays, les informant des meurtres, et ils ont partagé la couleur, la marque, le modèle et les plaques d'immatriculation de la voiture dans laquelle se trouvait le tueur. Mais au moment où l'alerte s'est propagée, le tueur avait changé les plaques d'immatriculation et il était sur le point de frapper à nouveau. Le 24 juin, le tueur a été arrêté par le brigadier Ken Oliver dans la forêt de Dalby, dans le North Yorkshire. Ken était un maître chien en patrouille de routine quand il a arrêté une Rover marron qui correspondait à la description donnée par d'autres forces de police. Alors que Ken s'approchait du véhicule, le tueur n'a pas hésité. Il lui a tiré au visage avec un pistolet de calibre 22. Le tueur est alors sorti de sa voiture pour tirer à nouveau sur Ken. Cependant, Ken était également avec son fidèle berger allemand. Son chien policier a lancé ses mâchoires vers le tireur et a traîné son bras. La lutte a déjoué le tir et a donné à Ken Oliver, qui était toujours en vie, le temps de courir se mettre à l'abri dans une maison voisine. Mais le tueur a continué à tirer sur Ken. Il a été touché 6 fois de plus. Malgré avoir été touché tant de fois, l'agent a pu trébucher à l'intérieur d'une maison voisine. Tout cela grâce à son fidèle chien. Cependant, le tueur a alors tourné son arme vers le chien et a tiré. Maintenant libéré du berger allemand, le tueur a réussi à s'échapper. Le brigadier Ken Oliver a été transporté d'urgence à l'hôpital et malgré avoir été touché 7 fois, il a réussi à survivre et vous serez heureux de savoir que son chien incroyablement courageux, qui a pris une balle pour son maître, a réussi à survivre aussi. Et je peux imaginer que ce fut de belles retrouvailles. Le tueur était à nouveau en liberté. Il a conduit sa voiture marron vers une forêt voisine et y a mis le feu avant de disparaître à pied dans les arbres. Et maintenant, la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Royaume-Uni était en cours. Cette nuit-là, la forêt de Dalby était remplie de renforts venus de l'extérieur du comté et jusqu'à l'unité d'armes à feu de la police métropolitaine. Un hélicoptère dérivait au-dessus des arbres et ses capteurs infrarouges cherchaient toute trace de chaleur parmi les fougères. Des hérissons ont été posés sur les pistes et des points de contrôle ont été mis en place. Pendant les heures d'obscurité, des hommes ont monté la garde le long des chemins forestiers, tandis que les équipes de recherche se préparaient à ratisser les bois à l'aube. En raison de sa nature insaisissable, la presse l'a appelé le fantôme de la forêt. À ce stade, 2 hommes étaient morts, une femme était mutilée et un agent avait à peine survécu. La peur s'est répandue dans la campagne et une importante présence médiatique s'est rassemblée. Cependant, ce tueur a pu passer à travers le cordon. Et le 28 juin, le tueur est arrivé à Old Malton, dans le North Yorkshire, en début d'après-midi. Le commissariat de Malton a reçu un appel d'un habitant qui affirmait qu'un homme étrange traînait près d'un mur à seulement quelques mètres du commissariat. Un agent nommé sergent David Winter avec un collègue est sorti pour vérifier. David Winter a repéré un homme près d'un mur de jardin et s'est avancé pour l'interroger. Mais cet homme était le tueur. La réponse est venue instantanément lorsqu'un pistolet a été tiré puis a fait feu. Winter s'est jeté derrière un muret et a essayé de reculer le long de la rue, mais le tireur a couru autour de l'extrémité et lui a tiré dessus 3 fois à bout portant. Les résidents regardaient sous le choc depuis leur porte.
Le tueur a ensuite tiré sur un journaliste et une équipe de télévision à proximité avant de s'éclipser par une ruelle puis dans des jardins arrière et des jardins ouvriers. Un autre agent était mort et le tueur s'était encore échappé. En quelques heures, une forte pluie est tombée tandis qu'environ 600 agents de police soutenus par des chiens et des hélicoptères se sont déployés dans la zone dans l'espoir d'attraper le fantôme de la forêt. La police était désespérée face à la pression publique croissante. Cependant, l'indice qui avait masqué ce tueur était là depuis le tout début. L'indice était écrit sur le bloc-notes du brigadier David Hay, la première victime du tueur. Or, le nom était effectivement faux, mais la date de naissance, elle semblait habituelle et non inventée. Un brigadier du West Yorkshire l'a vérifié parmi les mandats ouverts. Un seul d'entre eux correspondait. Un homme devant comparaître en janvier précédent qui avait utilisé un autre nom de famille pour commettre des crimes antérieurs. Un mandat a conduit les agents à une adresse de Leeds qui lui était liée. À l'intérieur de cette maison se trouvaient des cartes du Yorkshire et du Lincolnshire. Les empreintes digitales de l'intérieur de la maison correspondaient à celles prélevées sur la Citroën brûlée. La police savait maintenant qui était ce tueur. Mais juste pour s'assurer qu'ils avaient raison, un éventail de photographies a été montré au maître chien blessé, le brigadier Ken Oliver, qui a choisi le même visage sans hésitation. Et avec cela, l'ordre a été donné de diffuser le nom. Voici Barry Prudhomme. Barry est né à Leeds le 18 octobre 1944. En grandissant, il a été décrit comme pas particulièrement studieux, mais il a montré des promesses précoces dans les sports, principalement en boxe et en course de cross-country. Ses années d'adolescence n'ont connu que des démêlés mineurs avec la loi. Un tel incident de cambriolage l'a conduit à un court séjour dans un établissement pour jeunes délinquants dans le comté de Durham. Après avoir quitté l'école, Barry s'est formé comme électricien par le biais d'un apprentissage. C'était une profession qui est devenue sa ligne de travail stable. En octobre 1965, il a épousé Gillian Wilson, âgée de 19 ans, et ils ont eu 2 enfants, une fille née en 1966 et un fils en 1968. En 1969, Barry s'est enrôlé dans l'escadron B du SAS territorial, qui était la réserve de volontaires basée à Leeds. Il a participé à des exercices de surveillance secrète et d'entraînement, développant des compétences de survie de style militaire, qui l'ont aidé plus tard dans ses meurtres. Malgré son enthousiasme, il n'a finalement pas réussi à terminer le processus de sélection, échouant apparemment au test d'initiative finale. En 1979, sa mère s'est tragiquement noyée alors qu'elle était en vacances, un événement dévastateur qui s'est ajouté à ses échecs récents. Peu après, en 1977, son mariage s'est effondré. Sa femme est partie avec leurs enfants et se serait enfuie avec un autre homme avec environ 7 200 € de leur propre argent. C'est après cela qu'il est entré dans une période d'instabilité. Pour subvenir à ses besoins, il a travaillé dans l'industrie pétrolière en Arabie Saoudite. Après son divorce, Barry est entré dans une nouvelle relation et a commencé à voyager avec une partenaire plus jeune nommée Carol Francis. Il a continué à travailler dans les champs pétrolifères en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, gagnant bien sa vie, mais vivant une vie instable et nomade. C'est pendant son séjour aux États-Unis qu'il a acquis un pistolet. Il l'a fait passer clandestinement au Royaume-Uni où il le portait illégalement sans permis d'arme à feu. Il était connu pour s'entraîner avec en cachette et la portait même en se promenant dans des zones isolées. En 1982, Barry était devenu physiquement violent. Il a agressé un automobiliste à Wakefield avec une barre de fer et a été arrêté et mis en liberté sous caution. Il n'a ensuite pas comparu à son audience devant la cour d'assises, ce qui a conduit à l'émission d'un mandat et au début de sa disparition de la vie publique. À partir de là, Barry Prudhomme est devenu expert pour vivre hors du réseau. Il errait entre des chambres bon marché et des cachettes rurales où il pouvait cuisiner en plein air et dormir à la dure. Il cultivait délibérément un look de randonneur à profil bas, alternant entre rasé de près et une barbe courte selon la semaine. Il portait un équipement minimal, juste un petit sac à dos avec de la nourriture essentielle et des fournitures de premiers secours. Il amassait même des plaques d'immatriculation prises sur des voitures garées pour dissimuler l'identité de son véhicule.
Ses instincts de survie étaient incroyablement aiguisés. Une connaissance a rappelé plus tard qu'il affirmait avec confiance qu'il pouvait disparaître dans les bois pendant des semaines s'il y était poussé. Après tout, il avait sa propre copie de Pas besoin de mourir, un manuel de survie d'un ancien instructeur du SAS appelé Eddie McGee. En juin 1982, cette combinaison létale de solitude, de préparation et d'armement léger s'était durcie en action meurtrière. Après la diffusion du nom de Barry, la recherche a changé de focus. La ligne officielle parlait de nouveaux ratissages dans la forêt de Dalby, mais en coulisses, l'effort se resserrait autour de Malton. L'objectif était de le maintenir en place, de le pousser à bouger puis de l'attraper à découvert. Les gens dans les villes voisines ont été invités à verrouiller leurs portes et à chercher des signes de hangars ou de dépendances qui avaient été perturbées. Les équipes de recherche ont continué à fouiller les greniers, les parcelles de jardin et les magasins, notant chaque serrure forcée et chaque boîte de conserve manquante. Plus d'experts ont été amenés et parmi ceux amenés se trouvait l'idole de Barry, l'auteur du manuel qu'il chérissait, Eddie McGee, un ancien soldat et instructeur en survie. Il a expliqué comment lire l'herbe pliée et les toiles d'araignée cassées au premier coup d'œil, comment la rosée changeait quand on marchait dessus, et comment trouver au mieux un homme avec ce genre de connaissances. McGee a commencé à Old Malton, c'est la zone où le sergent avait été abattu. De là, il a tracé de faibles signes à travers le bord de la ville, à travers les haies et dans les champs. Il croyait que Barry était plus proche que la plupart ne le réalisaient, et toujours à l'intérieur de la ville, ou juste à sa périphérie, et que Barry n'était pas profondément dans la forêt comme beaucoup l'avaient en supposé. Mais ensuite, le 3 juillet, une autre rencontre terrifiante s'est produite. Barry est entré dans la maison d'une famille à Malton et les a retenus en otage. Il les a attachés, puis, avec un calme troublant, Barry a cuisiné des œufs au plat et du bacon, a mangé cela, puis a qualifié ce repas de son dernier repas à la famille. Il leur a dit de ne pas paniquer, à parler doucement et il leur restait avec eux pendant un certain temps. Selon la famille, il leur a parlé comme s'il les connaissait depuis des années. À un moment donné, il a pressé un petit souvenir dans la main de l'un des otages, une bague de parachutiste de l'armée des États-Unis. Et puis avant l'aube, le 4 juillet, Barry a attaché la famille encore plus solidement et s'est glissé dans la nuit et a disparu. La famille a pu se libérer vers 5h45. La famille a alors téléphoné à la police et a relayé tout ce que Barry avait dit. Barry avait dit à cette famille à propos du tir sur le brigadier Hay. Il a dit « J'étais dans une clairière et j'avais dormi toute la nuit dans la voiture. Ce policier m'a approché et m'a interrogé. Il a mentionné quelque chose à propos de moi, frappant un homme avec une barre de fer en janvier. Il allait m'emmener, alors j'ai dû le tuer. » Barry leur a également parlé du meurtre du sergent Winter. Il a dit « Je me sens désolé d'une certaine façon, mais pas vraiment. C'était un policier. » Et puis la famille a dit à la police quelque chose de glaçant. Barry avait dit à cette famille que son plan était de tuer autant d'agents de police que possible avant qu'ils ne le tuent. Il a dit « Je vais mourir, mais je ne serai pas le seul. Il n'y a nulle part où aller maintenant pour moi. Merci pour tout. » C'est à ce moment que Barry a quitté leur maison. Avec cette information, les équipes de recherche se sont rapidement déplacées, se déployant dans les rues et les champs voisins. Mais ensuite, McGee a remarqué quelque chose. Il a commencé au chemin du jardin et a trouvé où des chaussures sèches avaient brossé une ligne à travers la rosée dans l'herbe. La piste traversait un accotement et un terrain d'herbe courte avant de tourner dans les arbustes. Au-delà se trouvait un abri de terre bas camouflé avec des buissons et des débris. McGee et la police avaient finalement trouvé la cachette de Barry. Une équipe d'hommes armés a encerclé le creux et a appelé Barry à se rendre. Des grenades assourdissantes ont ensuite été lancées là où Barry se cachait. Mais ensuite, il y a eu un coup de feu. Suite au coup de feu tiré, la police a ouvert le feu sur l'emplacement de Barry. Quand la fumée s'est dissipée, ils ont trouvé Barry dans la cachette avec une seule blessure par balle à la tête. Des plombs de fusil de chasse avaient frappé son corps. L'un avait effleuré son front, mais il était mort avant même que les équipes ne l'atteignent. Son pistolet de calibre 22 a été trouvé dans sa main. L'abri, qui n'était qu'à quelques centaines de mètres du commissariat, a été fouillé en détail. À l'intérieur se trouvaient des boîtes de conserve, une carte et du matériel de survie.
Le chargeur de son pistolet contenait toujours les mêmes types de munitions utilisées dans les fusillades antérieures. Des empreintes digitales ont été prélevées sur les boîtes et les chargeurs, identiques à celles déjà au dossier. Mais surtout, la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Royaume-Uni avait finalement pris fin. L'enquête qui a suivi a remplacé le procès qui n'a jamais eu lieu. Les agents des armes à feu ont raconté comment ils avaient pris position, lancé des grenades de distraction, puis entendu un seul coup de feu de l'intérieur de l'abri. Ils ont décrit leur tir de réponse, l'approche et la vue d'un homme immobile avec un pistolet à la main. Le pathologiste a exposé les blessures. Il y avait 21 blessures superficielles de plomb de fusil de chasse sur ses membres et son torse. Pas assez profonde pour percer la poitrine. Il y avait une blessure d'entrée de petit calibre à sa tête avec une blessure de sortie de l'autre côté ainsi qu'une éraflure superficielle sur son front d'un plomb. Mais l'enquête a confirmé que Barry était mort avant que la police n'arrive à l'abri. Au fil du temps, les meurtres se sont lentement retirés des gros titres et des monuments commémoratifs ont été érigés. Sylvia a été laissée avec des dommages neurologiques permanents de l'attaque qui a tué son mari et elle a pu reconstruire sa vie par étapes. Ses voisins ont veillé sur elle dans les années qui ont suivi. L'agent Ken est retourné au service peu de temps après avoir survécu à cette blessure par balle et a été honoré plus tard pour sa bravoure. Il a vécu avec des cicatrices jusqu'à sa mort en 2011. Son chien, dont l'intervention avait sauvé sa vie, s'est rétabli après la chirurgie et est devenu une légende de l'affaire. Barry a été enterré dans une tombe anonyme à Leeds. Il n'y a eu aucun avis public, aucun service. Avec l'enquête close et les pièces à conviction rangées, le dossier officiel s'est terminé, mais il restait une seule question sans réponse. Pourquoi a-t-il fait cela ?